Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le bilan est lourd, 8 morts, 13 blessés. L'hélicoptère de l'armée sénégalaise s'est écrasé à hauteur de Missira. La famille de Robert Sagna a payé le plus lourd tribut. On en parle longuement dans ce journal. Négociation gouvernement SAES, la revalorisation salariale, la pension de retraite en passe d'être scellée. La prolongation de l'âge de la retraite sera soumise à l'appréciation du chef de l'État. Et puis les populations de Cité Bissap contre toute forme de déguerpissement en rassemblement ce matin, elles se disent prêtes à faire bloc pour affronter les autorités. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce drame survenu à Missira avec ce crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise. Bilan 8 morts et 13 blessés. Ils ont été tous acheminés à l'hôpital régional de Kaolack, mais au final, les blessés qui, pour la plupart, souffrent de fractures, ont été acheminés à Dakar. Là-dessus, je vous propose d'écouter le directeur de l'hôpital régional de Kaolack, interrogé par Ibrahima Diamé. Au total, on a reçu 12 blessés et malheureusement, il y a eu 8 décès. Donc les 12 ont été reçus au niveau de l'hôpital régional de et toute l'équipe, en tout cas, s'est mobilisée avec l'appui des sapeurs, l'appui du SAMU national et des forces armées pour prendre en charge ces blessés-là qui ont été conditionnés. Et aujourd'hui, ils sont tous stabilisés pour être maintenant réévacués sur l'hôpital principal de Dakar, grâce à la logistique du SAMU national. Mais globalement, je pense que ce qu'on peut saluer, c'est la mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité et de défense qui se sont mobilisées avec les services sanitaires pour pouvoir prendre en charge rapidement ces blessés. Donc vous voyez autour de nous, il y avait tout le monde. Il y avait les sapeurs, il y avait le SAMU national, les militaires et l'hôpital de Kaolack devant. Donc, mais ils ont tous pu se mobiliser, tous comme un seul homme, pour pouvoir assurer la prise en charge de ces accidentés. Mais globalement, donc, on est satisfait, en tout cas, de la réaction pour la prise en charge. Parmi les blessés, il y a des civils, des militaires et des femmes. Les femmes et les blessés, c'était au nombre de combien les civils? Je n'ai pas fait le dénombre en termes de sexe ratio. Mais je sais que parmi les décédés, malheureusement, il y a une femme sur les 8 et les 7, c'est des hommes. Maintenant, parmi les blessés, effectivement, il y a aussi des hommes et des femmes, mais on n'a pas encore fait Le ministre des Forces armées, le général de l'armée, le ministre de la Santé étaient tous au chevet des blessés. Augustin Tine lui indique que des blessés, dont 3 dans un état grave, seront pris en charge par le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Nous avons effectivement fait ce déplacement pour rendre visite aux blessés. Les blessés au nombre de 12. 3 sont dans un état grave et les autres sont quand même dans un état stationnaire et nous pensons que les équipes s'en sortiront. Donc c'est tout naturellement que nous sommes là avec une forte délégation des forces armées. Donc pour soutenir ces blessés, certains ont même discuté avec nous et le moral est bon. Les secours ont été organisés très rapidement. Des sapeurs-pompiers en passant par la douane, par la gendarmerie, par la marine. Donc toutes les personnes qui devaient travailler à cela étaient là. Dire que 5 ambulances ont quitté Dakar. Il y avait aussi, le gouverneur de la région avait eu le temps aussi de mobiliser 3 autres ou 5 autres ambulances. C'est ce qui nous a permis donc de transporter les malades qui étaient très fatigués, donc par ambulance. Mais les autres, l'aéronef qui était encore stationné à Ziguinchor, donc a dû faire le voyage jusqu'à Kaolack et a transporté donc 5 de ces blessés. Le gouvernement du Sénégal s'incline devant la mémoire des victimes du crash. Seydou Gueye soutient qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement au micro de Cheikh Tidiane Dione et Pape Sangoné Mbaye. Notre rencontre n'a pas été insensible à l'événement tragique qui est survenu hier avec la disparition de certains de nos compatriotes dans le cadre du crash de l'hélicoptère dans la région de Fatick. Donc nous nous sommes d'abord inclinés
devant la mémoire de nos compatriotes disparus. Mais cette rencontre, elle... L'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui s'est écrasé donc à Missirah transportait une quinzaine de membres de la famille de Robert Sagna. Ils étaient là-bas à l'enterrement du jeune frère de l'ancien maire de Ziguinchor. Plusieurs autorités à l'annonce de la nouvelle ont rallié le domicile de Robert Sagna. Reportage sur place signé nos correspondants Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Après avoir entendu la mauvaise nouvelle, ils ont tous accouru au domicile de Robert Sagna. Le président du conseil départemental Fiacre Koli, la députée Ramatoulaye Diatta, le haut conseiller Yankouba Koli, Pascal Ehemba, le président de la chambre de commerce, le gouverneur Guedje Diouf, mais aussi le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, Jean-Pierre Senghor, qui devrait être du voyage avec son épouse, mais aussi Robert Sagna. C'est un beau-frère qui vient me dire que l'hélicoptère qui est parti dans lequel on était supposé être, nous-mêmes, s'est écrasé. C'est un vrai drame, une vraie tragédie. Ceux qui sont là-dedans, c'est la famille. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça peut arriver à tout moment. Mais surtout, pourquoi? Robert Sagna n'en revient toujours pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est déplorer ce qui s'est passé. Je suis complètement atterré devant cette catastrophe. Je ne peux pas la qualifier autrement. Et on est venu pour un décès, on repart et la catastrophe se produit. Je n'ai pas de qualificatif. Tous, c'est des parents, d'une manière ou d'une autre, soit directement proches, ou en tout cas, soit cousins, soit tantes, soit neveux, soit... tous, c'est des parents. L'hélicoptère de l'armée avait transporté la dépouille de Jacob Sagna, jeune frère de Robert Sagna, qui a été inhumé hier à Brin, leur village d'origine. L'appareil qui s'est écrasé est en Mi-17 et il fait partie des appareils les plus produits au monde. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de crash du Mi-17 dans le monde. C'est un appareil très facile à entretenir. Al-Hassan Ba nous le présente. La soirée d'hier a été très mouvementée, dramatique. Crash d'un hélicoptère de l'armée de type Mi-17 immatriculé 6WHTA ralliant Ziguinchor, Dakar. Intéressons-nous à l'appareil. Il est l'un des hélicoptères les plus produits au monde, le Mi-17. Le Mi-17 est un hélicoptère de transport lourd développé à partir du Mi-8. La facilité de l'entretien de cet appareil, la capacité de fonctionnement pendant une très longue période, l'adaptation aux conditions de désert et la haute montagne sont des raisons de détenir le Mi-17. Il est composé de 2 moteurs de turbo-moteurs avec une vitesse de 250 à 280 km/h. L'équipage est composé de 2 pilotes et un ingénieur de vol. Et ce n'est pas une première fois qu'on entend parler de crash du Mi-17. En Inde, en Irak, des drames pareils se sont produits. Et les causes que des suppositions avancées. Rien de concret. Erreur de pilotage, météo, panne mécanique, entre autres. L'hélicoptère de transport de l'armée Mi-17 qui s'est écrasé hier à Missirah, faisant 8 morts et 13 blessés, aurait fait plusieurs rotations avant de s'écraser. Il avait même servi, selon des informations, à transporter l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, à Touba, lors du Grand Magal passé. Les causes du drame restent méconnues. Pour le moment, plusieurs interprétations. Une enquête est ouverte. Mais si on se fie aux propos du ministre des Forces armées, Maître Augustin Tine, l'appareil est de très bon état, bien entretenu. Le crash donc de l'hélicoptère militaire à Missirah en prétexte pour nous de faire un rappel des catastrophes aériennes qui ont marqué l'histoire de l'aviation au Sénégal, des accidents qui ont fait plusieurs morts. Chérif Dia. Le crash de l'hélicoptère Mi-17 de l'armée sénégalaise à Missirah s'ajoute à la liste des catastrophes aériennes marquant l'histoire de l'aviation au Sénégal. Les pires s'étant produites ces 20 dernières années. Déjà en 1992, le 10 février précisément, un avion du Club Med s'écrase au large du Cap Skirring. Le bilan est lourd, 30 touristes français perdent la vie. 5 ans plus tard, le 1er février 1997, le crash d'un avion d'Air Sénégal fait 23 morts. Une catastrophe aérienne survenue 30 secondes seulement après le décollage de l'aéronef à l'aérodrome de Tambacounda, capitale du Sénégal oriental. Parmi les victimes, 18 Français, un ressortissant suisse et un Italien, ainsi que les 3 membres de l'équipage.
Hormis le crash de l'hélicoptère Mi-17 de l'armée sénégalaise à Missirah, le drame aérien le plus récent est la disparition de l'avion de Sénégal Air. Nous sommes le 5 septembre 2015. En plein vol, l'appareil s'écrase après un abordage avec un avion de la compagnie Seiba Air de la Guinée équatoriale. Les 7 personnes, dont des médecins qui étaient à bord, ont toutes péri. C'est en août 2017 que le bureau d'enquête et d'analyse a présenté son rapport technique de l'accident aérien. Le BEA a indiqué que l'avion d'évacuation médicale ne respectait pas son niveau de vol. Concernant le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise ce 14 mars à Missirah, le président de la République Macky Sall a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante pour en connaître les causes. Chérif Dia, merci. Nous parlons à présent de toute autre chose avec les populations de la cité Bissap déterminées à faire face à toute velléité de déguerpissement des autorités. Ils se sont rassemblés ce jeudi pour dire non. Reportage Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Hommes, femmes, jeunes, tous mobilisés, ces habitants de la cité Bissap ne veulent pas quitter leur maison. Pourtant, ils ont reçu une sommation de 48 heures pour déguerpir des lieux. Nous avons bel et bien reçu des sommations, mais nous n'accepterons jamais d'être déguerpis. Nous vivons ici depuis les années 60. Nos parents ont des actes de vente en bonne et due forme. Mais c'est en 1986 qu'un nommé Mamadou est venu brandir un titre foncier revendiquant la propriété de cette cité. Le SIA a obtenu gain de cause au niveau de la justice. Mais nous n'accepterons jamais de quitter, même si certains ont accepté de le faire. Il ne faut pas baisser les bras. Tout doit se régler dans la discussion. Cercueil entre les mains, ces populations se disent prêtes à affronter toute situation, quitte à y laisser leur vie. Ces notifications sont de simples recommandations. Mais nous n'allons jamais baisser les bras, même s'il y a des pressions médiatiques même. Mais cela ne nous fera jamais reculer. Rendez-vous dimanche pour un vaste rassemblement afin d'harmoniser les positions pour faire face à l'autorité. Les populations de Zagbao, de leur côté, très remontées contre des promoteurs immobiliers qui veulent s'accaparer de leur espace de jeu. En assemblée générale sur le site, ils se disent déterminés à faire face, à en découdre également avec ces prédateurs fonciers. Là-dessus, nous écoutons les explications de Babacar Abadian, le représentant au micro de Asmalik Diop et Salif Sow. C'est un terrain qui est attribué à Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Niang au profit de sa société sous le TF 21750 du 28 février 2014. Or, la mise à jour du plan de masse d'aménagement à la date du 15 juin 2005 confirme bel et bien que cet espace est un terrain de sport et c'est à la jeunesse. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu de lettre de changement de destination. Même si on risque la mort, nous serons ici jour et nuit. Nous sommes dans une zone d'équipement. Nous avons ici une école publique, une école privée et un CEM. J'interpelle toutes les autorités compétentes de ce pays que nous les jeunes, nous n'accepterons jamais qu'on nous prenne notre terre. Affaire du lotissement sur le domaine maritime de Kayar, soulevée par des conseils départementaux loin de connaître son épilogue. Une pétition signée par 40 conseillers selon les initiateurs est déposée sur la table du préfet de Thiès pour la convocation d'une session extraordinaire afin de destituer le bureau du conseil départemental de Thiès. Les détails dans cette correspondance signée à Cheikh Anta Diop et Seylatia. Cette affaire est loin de connaître son épilogue après la sortie du premier vice-président du conseil départemental de Thiès, Yankhoba Diattara, pour apporter des éclairages sur l'affaire du lotissement sur le domaine maritime de Kayar. En plus de la citation directe servie à Yankhoba Diattara, Abdoulaye Sow, président de la commission d'aménagement du territoire, porte-parole des contestataires, annonce la tenue d'une session extraordinaire pour destituer le bureau du conseil départemental de Thiès. Le 26 février dernier, avec vous, on avait constaté un lotissement clandestin dans le domaine public maritime à Kayar.
ce jour-là, nous avions annoncé un plan d'action. Le plan d'action consistait d'abord à sensibiliser les conseillers départementaux, ce qui est fait. L'autre étape, les inviter à convoquer une session extraordinaire à la demande du président, du tiers, des conseillers ou du préfet. C'est une première dans l'histoire des départements du Sénégal qu'une session extraordinaire va être convoquée. La date du 25 mars a été retenue. À l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant. Premier point, motion de blâme contre les membres du bureau que nous avons désignés comme étant auteurs présumés de ce lotissement. Délibération portant demande de démission du bureau. Installation d'un bureau intérimaire. Délibération portant autorisation de poursuite contre le bureau démissionnaire. Le 26 février dernier, des conseillers départementaux de Thiès avaient organisé une visite au niveau du domaine maritime de Kayar pour constater une opération de terrassement et de lotissement dans la commune de Kayar. Ils avaient indexé Idrissa Seck et son équipe. Vous l'annoncez dans les titres de ce journal, les négociations entre le gouvernement et le SAES ce jeudi. Une réunion a permis de revoir la revalorisation des salaires, la pension de retraite des enseignants du supérieur. La prolongation de l'âge de la retraite sera soumise à l'appréciation du chef de l'État. Les détails avec Cheikh Tidiane John et Pape Sangone Baye. Le syndicat des enseignants du supérieur et le gouvernement ont accordé leur violon sur quelques points revendicatifs. Un accord qui tourne autour de 3 axes majeurs étalés à l'horizon 2021. Des pas importants et des avancées significatives ont été consignés. Il s'agit notamment du relèvement de l'indice 1068, qui passe maintenant pour le traitement salarial à l'indice 1124. Ce qui était un problème, puisque vous le connaissez aussi bien que nous, pour bien traiter justement la situation salariale des enseignants du supérieur. En termes clairs, c'est quoi? En termes clairs, il s'agit d'une pension de retraite égale à 85% du dernier salaire, des professeurs de classe exceptionnelle qui étaient rémunérés au niveau du traitement salarial sur cette base qui n'était pas conforme à leur niveau. Autre mesure jugée importante d'après les deux parties, c'est la création d'un fonds national de solidarité. Une décision qui vise à prendre en compte les préoccupations des doyens retraités, principalement l'accès aux soins gratuits. Pour la prise en charge médicale, il y a eu des avancées et la demande spécifique, c'est de voir comment intégrer le sous-secteur de l'enseignement dans le comité au niveau du santé. Mais pour les prestations, il est déjà établi que la possibilité est réelle et elle est effective d'une prise en charge au niveau du centre médico-social de la fonction publique. Cependant, le CES se félicite de la rencontre et exhorte la mise en œuvre du dit protocole d'accord. L'accord consiste à accorder donc une pension de retraite de 70% aux collègues qui sont déjà partis. Mais ça également, on aura l'occasion de pouvoir donc le vérifier d'ici la fin de l'année 2018. Mais voilà, c'était donc un reportage que vous avez suivi sur les négociations entre le SAES et le gouvernement. La marche du G6 des enseignants s'est tenue ce jeudi à Saint-Louis. Les syndicalistes sonnent la mobilisation pour appeler le chef de l'État à s'inspirer du modèle de son homologue guinéen Alpha Condé. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS, ce que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Les enseignants veulent l'équité, les enseignants veulent la justice sociale. Les enseignants ne peuvent plus être les laissés pour compte de la fonction publique. L'enseignant est le jardinier de l'intelligence humaine. L'enseignant forme le citoyen de demain. Ce sont les enseignants qui font tourner les roues de l'histoire. On ne peut pas se développer si on a des enseignants démotivés, démoralisés, découragés, si on a une déprofessionnalisation du corps des enseignants. C'est pourquoi à Saint-Louis aujourd'hui, après Thiès, Kaolack et Dakar, tous les enseignants se sont donné rendez-vous pour exiger du gouvernement le respect des accords, pour dire au président Macky Sall, faites comme le président Alpha Condé. Hier, il a augmenté de 40% les salaires des enseignants. Il a rassuré son peuple, ses élèves, ses enseignants, ses parents d'élèves. Nous voulons que Macky Sall fasse de même. Et s'il veut sauver l'école, il en a les moyens. C'est lui qui a la clé de la solution. Maintenant, nous dénonçons également la violence qui s'est abattue sur les élèves, nos élèves, qui ne demandent qu'à enseigner. Nous tenons le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement en cas de bavure et nous disons d'arrêter
d'arrêter la violence et de régler la question de l'école. Nous mettons... La journée internationale des consommateurs célébrée ce 15 mars, une journée consacrée à la défense et à la lutte pour le droit des consommateurs. Maître Massorne Kane, de son côté, lui, s'indigne que le système éducatif soit pris en otage de son avis par les enseignants. Il suggère même que ces enseignants ne soient pas payés à la fin du mois. En sujet signé Fatou Bintou Kanté et Tierno Laurent Mendy. Massorne Kane ne supporte plus la grève des enseignants. Le président des SOS consommateurs s'offusque que les professeurs prennent en otage le système éducatif sénégalais. Il faut revendiquer en travaillant. Dans tous les pays développés, on revendique en travaillant. Mais on ne va pas en grève à un niveau aussi grave et aussi préjudiciable pour les populations. Non, on n'est pas du tout d'accord. Même si leurs revendications sont légitimes, nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait grève dans ces départements, dans ces domaines. Parce que les préjudices, ce n'est pas contre l'employeur, mais c'est contre les populations. Et c'est des préjudices graves, parce que c'est des malades et des élèves. D'ailleurs, pour lui, il n'est pas question que d'État paye les enseignants grévistes. Et nous demandons à l'État de ne pas faire de compromission, d'être ferme. Parce que quelqu'un qui n'a pas travaillé, on ne peut pas le payer. Ce n'est pas à l'État de payer des gens qui n'ont pas travaillé. Ça, nous sommes totalement contre, parce que c'est des deniers publics. Et c'est une manière de financer la grève. Les tarifs et les nouvelles dispositions de l'autoroute à péage, Maître Massorne Kane appelle au respect des consommateurs en baissant les prix. Les tarifs sont trop chers. Il faut réduire les tarifs. Il faut que les Sénégalais se battent pour ça. Les accidents de la circulation, SOS consommateurs déplorent sa récurrence et appellent les chauffeurs à plus de responsabilités. Et puis ce 15 mars marque l'anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Des talibés se sont rendus à Tivaouane pour se recueillir sur la tombe du défunt érudit. Certainement, vous avez suivi l'élément dans le journal en Wolof avec Fatou Kinedem. Politique à présent, avec le mouvement, l'appel de la République qui appelle à une union pour l'intérêt des populations. Ce mouvement veut corriger le comportement de certains hommes politiques. Ses membres ont annoncé leur soutien au chef de l'État pour la présidentielle de 2019. Ils faisaient face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Habib Faye et Youssou Baron. Ils disent naître pour marquer de leur empreinte dans l'enceinte politique. Les membres du mouvement dénommé l'Appel de la République appellent à l'unité pour les intérêts du pays. Dans ce pays, il y a quelque chose qui bouge et c'est du fait quand même de Sénégalais épris de paix, de justice et de transparence dans la gestion des affaires publiques qui ont voulu quand même se regrouper dans un cadre de concertation et d'échange. La société sénégalaise réclame autre chose que l'outrance des uns ou le déni des autres, constate le coordonnateur. Expliquer qu'aujourd'hui, ce qu'on a constaté sur l'échiquier politique national, c'est une certaine léthargie dans les formations politiques. À la limite, des frustrations de la part des uns et des autres. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est l'affrontement d'un camp contre un autre. Nous avons pensé qu'il fallait recentrer le discours politique autour de la République. Le mouvement compte accompagner l'APR à la présidentielle de 2019. De notre appréciation de façon globale, nous estimons que l'initiative qui a été prise par le président de la République, les réalisations qui ont été faites, l'engagement qui a été pris et les signaux que nous parvenons à voir dans les différentes localités du pays permettent aux uns aux autres de sentir la nécessité à accompagner une fois de plus encore le président de la République pour qu'en arrive. L'appel de la République se veut un mouvement politique qui va préserver les droits et devoirs des citoyens. Faye, le leader de Boko Gis Gis, juge urgente et inquiétante la situation de l'avancée de la mer à Saint-Louis à Gandiol. En visite chez les familles sinistrées, il s'est rendu à Dak où la mosquée a été terrassée par les vagues ces dernières 48 heures. Pape Diop demande au président de la République d'adopter des techniques modernes pour sauver le littoral. Ousseynou Diop, Habib Seck. Le leader de Boko Gis Gis, Pape Diop, était en tournée dans le nord du pays pour constater l'état d'avancement de la mer et les dégâts occasionnés à Gandiol et dans la langue de Barbarie. Il s'est rendu d'abord à la mosquée Dak, terrassée par la furie des vagues et les vents violents des dernières 48 heures. La mosquée s'est effondrée il y a moins de 2 jours. C'est une volonté divine, mais nous appelons les autorités à nous aider parce qu'on plie sur la route présentement. Pape Diop a trouvé sur place des familles sinistrées et désespérées. Vu
des populations dans une désolation totale. Parce qu'ils ont été surpris par la force des vagues qui a détruit toutes les constructions se trouvant au bord de la mer. Le leader de Bokk Gis Gis était accompagné de plusieurs membres de l'opposition. À Saint-Louis et Gagnol, il appelle le chef de l'État Macky Sall à réagir le plus rapidement possible pour protéger le littoral avec les techniques modernes. C'est pourquoi j'en appelle au président Macky Sall de tout mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques modernes dans le monde de protection de la mer. Bien que les coûts sont élevés pour effectivement réaliser ces travaux-là, mais je crois qu'il est urgent d'y réfléchir et de trouver des solutions pour les populations de Guet-Ndar et de Gandiol. Pape Diop s'est aussi prononcé sur les licences de pêche. Pour lui, le quartier de Guet-Ndar souffre en ce moment et il revient au chef de l'État Macky Sall et à l'État mauritanien d'accélérer les négociations pour que les pêcheurs de Guet-Ndar puissent débarquer à Saint-Louis leurs produits et non à Ndiago. Et puis en monde de sport, avant de boucler cette édition, Youssou N'Dour et Matar Rabah à Déni Biram Ndao ce matin pour apporter leur soutien à Génération Foot, le champion du Sénégal qui prépare son match retour de 16e de finale, retour donc de la Ligue africaine des champions face au Oroya AC. À l'aller, les Grenans avaient perdu 2-1, donc nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec des interviews. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.